André Comte-Sponville, bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici, à la Fondation Brochet, près de Genève. Donc, vous êtes philosophe, je ne vais pas vous présenter, tout le monde vous connaît. Peut-être une première question, on va aborder, si vous voulez bien, la question de la médecine. Vous savez qu'à la Fondation Brochet, c'est ce dont on s'occupe beaucoup. Et en préparant cette rencontre, je me suis demandé si finalement la philosophie s'intéressait à la médecine, et si les philosophes s'intéressaient à la médecine. La philosophie s'intéresse à tout, et même au tout, c'est ce qu'on appelle la métaphysique, mais elle s'intéresse, oui, à tout, à la nature autant qu'à la culture, aux sciences autant qu'aux arts, à la politique autant qu'à la morale. Pourquoi diable ne s'intéresserait-elle pas à la médecine? J'ajoute qu'elle s'intéresse quand même particulièrement à la médecine pour deux raisons. La première raison, c'est que la philosophie ou les philosophes s'intéressent à tout, mais quand même spécialement à ce qui concerne l'humanité. C'est le mot de Terence, je crois, dans l'Antiquité. « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Or, la médecine est humaine, donc elle intéresse les humains, mais notamment les philosophes. La deuxième raison qui est plus singulière, c'est que pendant longtemps, les philosophes ont pris modèle sur la médecine. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'analogie qui traverse toute la philosophie antique entre la santé et la sagesse. C'est-à-dire que ce que la santé est au corps, la sagesse l'est à l'âme. Et dès lors que le but de la philosophie philosophia, c'est-à-dire la quête, l'amour de la sagesse, si la sagesse est l'équivalent de la santé, si la sagesse est la santé de l'âme, la philosophie est donc sa médecine. Et c'est ce qu'écrivait par exemple Épicure, mais je pourrais citer 15 philosophes de l'Antiquité. Épicure, au début de la lettre à Ménécée, explique qu'il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour philosopher, parce qu'il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour acquérir la santé de l'âme. Et donc il y a cette espèce d'intérêt pour la médecine qui est plus qu'un intérêt, qui est une prise de modèle. Voilà, les philosophes se sont longtemps pensés comme étant les médecins de l'âme. Eh bien, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, essentiellement pour deux raisons. La première raison, c'est que l'âme a trouvé entre-temps ses thérapeutes, qui ne sont pas des philosophes, qui sont des médecins, des psychiatres, ou éventuellement des psychologues, mais pas des philosophes. Et puis la deuxième raison, c'est que nous avons compris, et peut-être sur ce point, pour une fois, plus lucide que les anciens, nous avons compris que la sagesse et la santé sont deux choses différentes et que même la santé mentale, qui est l'art de vivre normalement, efficacement dans le réel, n'est pas la même chose que la sagesse, qui est l'art d'être serein et si possible heureux dans la vie telle qu'elle est, si vous voulez. Autrement dit, on peut être en bonne santé et malheureux, on peut être en mauvaise santé et heureux. Et donc cette analogie, l'idée que la sagesse, la sérénité, c'était la santé de l'âme, ne vaut plus pour nous. Et donc la philosophie ne prend plus modèle maintenant sur la médecine, mais parfois elle a tendance à déléguer à la médecine ce qui auparavant était sa tâche. Parce qu'au fond, quand je suis angoissé, pourquoi me casser la tête, si j'ose dire, à faire de la philosophie ? Il serait tellement simple de demander un anxiolytique à mon médecin. Quand je suis malheureux, plutôt que de m'épuiser à faire de la philosophie, pourquoi ne pas demander un antidépresseur à mon médecin? Et c'est pour ça que certains de mes collègues, alors ça m'afflige à chaque fois, mais ont tendance à penser que toute une partie de la philosophie, spécialement celle qui m'intéresse, c'est-à-dire la quête de la sagesse, d'un art de vivre, au fond, ça ne relève plus de la philosophie, ça relève de la médecine. Ce qui me paraît un double contresens sur la philosophie, mais aussi contresens sur la médecine. Alors justement, cette quête de sagesse qu'on peut satisfaire avec la philosophie, ce qui pourrait mettre la philosophie au centre de nos existences, en tout cas de nos existences intellectuelles, on a l'impression qu'aujourd'hui c'est la médecine qui l'a remplacée. C'est-à-dire qu'au centre de nos préoccupations, il y a la santé. Comment je me sens, comment je dois me faire soigner. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Oui, tout à fait. Alors, c'est tout le paradoxe, c'est que pour les anciens, la sagesse était la santé de l'âme, et donc la philosophie était la médecine. Les modernes n'y croient plus du tout, mais les modernes ont tendance à penser que la médecine est la seule philosophie qui vaille, parce que justement, c'est à elle qu'on va demander la sérénité, le bien-être. Par exemple, docteur, je suis triste, fatigué, angoissé, vous ne pourriez pas me donner quelque chose ? Alors comprenez-moi bien, je sais bien qu'il existe des angoisses pathologiques, des tristesses pathologiques, des fatigues pathologiques, bien sûr, et qui relèvent de la médecine.
mais je sais aussi qu'il existe des angoisses non pathologiques, des angoisses normales, des tristesses non pathologiques, des fatigues non pathologiques. Et si on va voir son médecin dès qu'on est angoissé parce qu'on pense qu'on va mourir, ce qui est une idée vraie, il y a quand même un petit peu un problème. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à demander à la médecine non plus seulement la santé, mais le bonheur. Et ça, effectivement, ça m'inquiète. Alors, c'est ce qui débouche sur ce que j'ai appelé le panmédicalisme. Alors, qu'est-ce que j'entends par panmédicalisme? Vous savez que to, pan, en grec, ça veut dire tout. Hein, non, panthéisme, ça veut dire que tout est Dieu, Dieu est tout. Ce que j'entends par panmédicalisme, c'est une culture, une idéologie qui fait de la santé la valeur suprême et qui, conséquemment, a tendance à tout déléguer à la médecine, y compris la façon de conduire sa vie, y compris la quête du bonheur. Alors ce panmédicalisme, j'ai coutume de l'illustrer par 3 exemples. Le premier, le plus ancien, c'est une boutade de Voltaire au XVIIIe siècle. Voltaire écrit quelque part assez plaisamment « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Eh bien, le jour où le bonheur n'est plus qu'un moyen pour atteindre ce but suprême qu'est la santé, on assiste à un renversement complet par rapport à au moins 20 siècles de civilisation, où tous les penseurs pensaient à l'inverse, que la santé n'était qu'un moyen, alors certes particulièrement précieux, mais un moyen pour atteindre ce but suprême qu'est le bonheur. Eh bien, je ne suis pas certain que ce renversement soit bon signe. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai entendu souvent ce mot cité, mais toujours positivement. « Ah, c'est génial, Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Moi, je trouve ça génial comme boutade et j'ose espérer que Voltaire ne le prenait pas tout à fait au sérieux. Mais si on y voit le symptôme de notre rapport au bonheur et à la santé, je trouve ça tout à fait inquiétant. Deuxième illustration de ce panmédicalisme, c'est un dessin humoristique de Sampé, dans je ne sais plus quel hebdomadaire, il est paru il y a quelques années. C'est un dessin qui représentait une église vue de l'intérieur, très bien dessiné, c'était du Sampé. L'église est vide, sauf que devant l'autel, il y a une petite bonne femme toute seule en train de prier. Elle est en train de parler au bon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle lui dit au bon Dieu? Elle lui dit exactement ceci. Mon Dieu, j'ai tellement confiance en vous que des fois, je voudrais vous appeler docteur. Dieu est mort, vive la santé. Dieu est mort, vive la sécurité sociale, comme on dit en France. Est-ce que c'est ça qu'on veut mettre à la place de la religion, le culte de la santé? Enfin, troisième exemple pour illustrer ce panmédicalisme, qui en a sens est peut-être plus grave, parce que là, pour le coup, il vient de l'univers de la santé, de l'univers de la médecine. C'est la très fameuse définition que l'OMS donne de la santé, alors en 1946, mais définition qui est toujours reprise, toujours citée, et là encore toujours positivement, alors que je la trouve purement et simplement folle. L'OMS nous dit que la santé, ça n'est pas seulement l'absence de maladie, ça serait trop simple. Non, dit l'OMS, la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie. La santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Bien, écoutez, demandez dans la rue à n'importe qui, comment appelez-vous un état de complet bien-être physique, mental et social? Les gens vous diront simplement, mais ça s'appelle le bonheur. Ça s'appelle le bonheur. Parce que si la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, ça veut dire qu'en France, par exemple, il y a entre 3 et 4 millions de chômeurs et d'exclus qui ne sont pas en bonne santé. Alors, sauf à imaginer que les chômeurs et les exclus vivent dans un état de complet bien-être physique, mental et social, ce qui serait quand même paradoxal. Donc, il y a 3 ou 4 millions de chômeurs et d'exclus qui ne sont pas en bonne santé, qu'il faut donc d'urgence envoyer voir leur médecin. Dieu est mort, Marx est mort, vivent les psychotropes. Est-ce que c'est ça le modèle social qu'on veut nous proposer? Donc moi je ne pense pas du tout que la santé, ça soit un état de complet bien-être physique, mental et social, et je le crois d'autant moins que si la santé c'était ça. Écoutez, moi j'ai 71 ans. Si depuis ma naissance, j'ai vécu 3 jours consécutifs de santé au sein de l'OMS, c'est un strict maximum. Parce que croyez bien que, pour moi, je suis peut-être de tempérament anxieux, mais je ne suis pas non plus un dépressif, mais les états de complet bien-être physique, mental et social, c'est quand même une formidable exception. Oui. Donc on se donne de la santé une définition tellement ambitieuse qu'en vérité, ça serait plutôt la définition du bonheur. À supposer qu'on se donne du bonheur une définition
aussi exigeante, parce qu'en vérité, je ne pense pas du tout que même le bonheur, ça soit un état de complet bien-être physique, mental et social. Vous pouvez tout à fait être heureux, avoir mal à la tête, être heureux, vous faire un souci parce que tel de vos enfants a une angine, une grippe, ou parce que vous avez raté un train, ou parce que vous êtes pris dans les embouteillages, si vous voulez. Et donc, d'exagération en exagération, on confond la santé et le bonheur, et on confond le bonheur avec ce que j'appelle la félicité, qui serait là, pour le coup, l'état de complet bien-être physique, mental et social, qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Est-ce que la santé est un bien ou est-ce que c'est une valeur? J'ai l'impression que dans cette articulation-là, il y a quelque chose. Oui, alors c'est quelque chose que j'étais amené à préciser pendant la pandémie, puisque, comme vous le savez, je trouvais qu'en France, surtout beaucoup moins en Suisse, là, ces boucs avaient été de très loin les plus raisonnables. Mais en France, dans ce moment de panique un peu folle qui a saisi les médias, en partie les politiques, tout le monde répétait « il n'y a rien au-dessus de la santé ». Et donc, ça confirmait mon pan-médicalisme. On fait de la santé la valeur suprême, et donc on délègue tout aux médecins. Effectivement, le comité scientifique, à la limite, prenait la place du gouvernement. Bon. Or, je pense que c'est faux. C'est-à-dire, faire de la santé la valeur suprême, c'est une double erreur. D'abord, la santé n'est pas la valeur suprême. Que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles, et c'est un athée qui vous le rappelle, il n'est pas écrit dans les évangiles « Prenez soin de votre santé comme Dieu prend soin de la sienne ». Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime ». J'espère ne pas être le seul dans nos pays de vieille culture chrétienne à penser que l'amour est évidemment une valeur supérieure à la santé. Il n'est pas écrit au fronton de nos mairies, en France, santé, égalité, fraternité. Il est écrit liberté, égalité, fraternité. J'espère là encore ne pas être le seul à penser qu'évidemment la liberté est une valeur supérieure à la santé. Donc arrêtons avec cette tarte à la crème qui veut faire de la santé la valeur suprême. C'est faux, elle n'est pas la valeur suprême. Mais qui plus est, et je reviens à votre question, elle n'est même pas une valeur du tout. Parce que ce que j'ai expliqué pendant la pandémie, c'est qu'à mes yeux, la santé n'est pas une valeur, elle est un bien. Alors, c'est une distinction que je propose. Quelle différence y a-t-il entre un bien et une valeur? Un bien, c'est quelque chose qui est désirable, éventuellement enviable. Une valeur, c'est quelque chose qui rend estimable, voire admirable. Par exemple, je peux envier quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi, ou parce qu'il est plus riche que moi. Ben oui, la santé, la richesse, ce sont des biens. Mieux vaut être riche que pauvre, mieux vaut être en bonne santé que malade, cela va de soi. Mais si j'admire quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi ou en meilleure santé que moi, je suis un imbécile, évidemment. En revanche, je peux l'admirer parce qu'il est plus courageux que moi, plus généreux que moi, plus juste que moi, plus aimant que moi. Et oui, le courage, la générosité, la justice, l'amour, ce sont des valeurs. Eh bien, quand on soumet les valeurs au bien, quand on dit « il n'y a rien au-dessus de la santé », ça veut dire qu'on met la santé plus haut que les biens, on met la santé plus haut que les valeurs morales. Eh bien, quand on soumet les valeurs au bien, à mon sens, on est déjà dans le nihilisme. Et je l'illustre en un exemple. Imaginez que quelqu'un vous dise « il n'y a rien au-dessus de l'argent ». Vous diriez « mais c'est du nihilisme financier ». Et tout le monde, en France comme en Suisse, serait horrifié, tout le monde serait contre. Eh bien, pour moi, quand quelqu'un dit « il n'y a rien au-dessus de la santé », c'est du nihilisme sanitaire. Et je m'étonne que tout le monde semble pour. Voyez. Non, non, la justice, la liberté, l'amour, la générosité, qui sont des valeurs morales, elles sont supérieures à la santé, qui n'est qu'un bien. Mais attention, la santé est un grand bien, et même à l'échelle individuelle, elle est sans doute le plus grand bien de tous. C'est ce que disait Montaigne, et j'en suis d'accord avec lui, puisque tous les autres biens en dépendent. À quoi bon être riche si on est malade? Vous connaissez la formule bien connue, mieux vaut être pauvre et en bonne santé que riche et malade. Rappelons quand même que ça dépend de la gravité de la maladie et du degré de pauvreté, hein, malgré tout, parce que mieux vaut être riche et enrhumé qu'en bonne santé et souffrant de la faim, si tant est qu'on puisse être en bonne santé quand on n'a pas mangé à sa faim. Mais bon, en gros, c'est vrai, la santé est le plus grand bien individuel. La santé de par Dieu, disait Montaigne, pour qui c'était effectivement, comme pour moi, comme pour nous tous, le bien le plus précieux, individuellement. Parce que socialement, collectivement, ce n'est pas vrai. Le pays dans lequel j'ai le plus envie de vivre, ce n'est pas forcément le pays qui a le meilleur système de santé. À supposer que la Chine ait un jour, ou peut-être aujourd'hui, mais mettons un jour, un meilleur système de santé que le nôtre, je vous jure bien que ça n'aura pas envie de vivre en Chine. Autrement dit, on ne choisit pas de vivre dans tel ou tel pays parce que le système de santé y est meilleur,
mais parce que la vie y est plus douce, parce que la culture y est plus raffinée, parce que les rapports entre les hommes et les femmes y sont plus pacifiés, parce que c'est un pays plus démocratique, plus libéral, plus cultivé, plus humaniste, donc plus féministe, etc. Voilà des choses qui comptent collectivement davantage que la santé. Voilà, et donc j'ai voulu rappeler au moment de la pandémie où la santé occupait tout le terrain qu'il y a des choses plus précieuses que la santé, en tout cas des valeurs qui sont d'un degré supérieur à la santé. Ça n'empêche pas de protéger sa santé, c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il fallait respecter le confinement. Et évidemment, les gestes barrières, mais même respecter le confinement, quand bien même entre nous soit dit, en France, je trouvais que le confinement était tellement rigoureux, tellement exagéré, qu'il m'est arrivé souvent d'envier nos amis suisses. Alors, la médecine est considérée, en tout cas ici en Occident, comme une science. C'est-à-dire qu'on voit comment elle obéit à des impératifs mécaniques. Il y a un rhume, il faut le moyen de soigner ce rhume. Mais est-ce que cette médecine, donc scientifique, obéit aussi à des impératifs moraux? Oui, bien sûr, la médecine obéit à des impératifs moraux. Je dirais même que c'est plus que ça. La médecine est définie par des impératifs moraux. Autrement dit, c'est ça qui fait, à mon sens, que la médecine est un art. Aussi une science, une technique, mais notamment un art. Pourquoi ? Parce que la fin qu'elle vise fait partie de sa définition. Alors qu'une science et une technique n'intègrent pas sa définition dans la fin qu'elle vise. Par exemple, la biologie est une science. Vous pouvez vous en servir pour tuer quelqu'un ou pour sauver quelqu'un. C'est de la biologie dans les deux cas. La physique est une science, vous pouvez vous en servir pour faire exploser une bombe atomique ou pour faire du terrorisme, comme vous pouvez vous en servir pour réchauffer votre maison. Donc vous voyez, dans une technique ou une science, la fin est indifférente, elle n'entre pas dans la définition de la chose. Alors qu'en médecine, c'est différent. Les médecins tortionnaires, Mengele, qui dans les camps utilisaient leur savoir médical pour torturer des déportés, à ce moment-là, ne faisaient pas de la médecine. Ils étaient médecins par ailleurs, mais ils ne faisaient pas de la médecine parce qu'on ne fait de la médecine que lorsqu'on utilise telle ou telle compétence scientifique et technique pour tendre vers la santé du patient. Et donc le but qui est la santé, primum non nocere, d'abord ne pas nuire, c'est ça le serment d'Hippocrate. C'est un art et pas une science. Et donc cette exigence éthique elle fait partie de la définition même de la médecine. Quand on ne se sert pas de la médecine pour soigner les gens, ce n'est pas de la médecine. J'ajoute autre chose, c'est que dans le quotidien, la médecine est aussi un métier éthique. Moi, je dis souvent aux médecins qui souvent m'invitent à leurs travaux, à leurs congrès, la médecine, c'est à la fois un métier tragique et un métier éthique. C'est un métier tragique parce que les médecins, presque par définition, sont confrontés au pire. Quand on va voir un médecin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis surtout, les médecins hospitaliers, ils sont confrontés à la souffrance, au handicap, à la mort. Donc forcément, ils sont au plus près de la ligne de front. Je dis souvent aux médecins, je vous présente le salut chaleureux d'un planqué de l'arrière. Parce que moi, chaque fois, je vais dans un hôpital, parfois voir un proche, parfois pour ma propre santé, plus souvent pour animer un séminaire avec des médecins, mais je suis frappé, je me dis, mais je ne pourrais pas vivre ici. Parce que cette proximité du pire, être confronté quotidiennement à la souffrance de l'autre, au handicap, à la mort possible, à la mort réelle parfois, je trouve ça héroïque. Voilà, la médecine est un métier tragique et donc en quelque chose, alors, ça dépend un peu des spécialités, mais donc en quelque chose, un métier héroïque. Et c'est aussi un métier éthique, parce que les médecins sont confrontés non seulement au pire, mais confrontés à l'autre. C'est-à-dire que leur objet de travail est un sujet. Voilà, ça change tout, mais ce n'est pas la même chose qu'un plombier, qu'un informaticien qui travaille sur des objets. Non, le médecin, il travaille sur des sujets, sur des êtres humains. Et bien sûr, ça change tout parce que ce rapport à l'autre impose une dimension éthique. Et donc, bien sûr, la médecine est confrontée de très très près à cette dimension morale de cet art qu'elle est. D'ailleurs, je constate très souvent que les médecins en sont très conscients et sont très demandeurs d'ailleurs d'un éclairage philosophique, éthique sur ces questions. Et s'ils m'invitent si souvent à participer à leurs travaux, c'est justement qu'ils sentent bien ce besoin d'une réflexion éthique qu'on leur a souvent très peu apprise pendant leurs études de médecin, qui sont tellement scientifiques que parfois on oublie cette dimension-là et dont ils ne cessent de redécouvrir l'importance. Il y a quelque chose de très compliqué, j'imagine, pour la médecine, en tout cas c'est ce que me dit mon médecin, c'est la mort. La médecine
préserve nos vies, la médecine nous aide à ne pas tomber malade ou à guérir lorsqu'on est malade. Comment est-ce que la médecine peut intégrer ce constat que nous allons tous mourir? J'ai souvent suggéré aux médecins d'inscrire en lettres d'or à l'entrée de nos hôpitaux une formule de Montaigne dans les essais. Montaigne écrit magnifiquement « Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant ». Autrement dit, la mort fait partie de la vie, c'est aussi bête que ça. Un jour, un médecin, lors d'un des séminaires que j'animais, un médecin me disait « Pour moi, médecin, toute mort est un échec ». Je lui ai dit, mais mon vieux, vous n'êtes pas prêt de réussir. Tous vos patients vont mourir, je vous jure bien, il n'y aura pas d'exception. Et le paradoxe, c'est qu'un médecin puisse dire ça, alors que la médecine n'a jamais fait autant de progrès. Nous vivons une époque formidable de progrès médicaux inouïs. On a gagné 20 ans d'espérance de vie en France, mais sans doute autant en Suisse, depuis 1946. Ça n'était jamais arrivé depuis que l'humanité existe, depuis 300 000 ans. Gagner 20 ans d'espérance de vie en quoi 3 ou 4 générations, c'est inouï. Et le pire, c'est que dans cette époque de progrès médicaux fantastiques, un médecin vous dit « toute mort pour moi est un échec » et donc se condamne lui-même à l'échec. Non, non, il faut bien sûr accepter que la mort fasse partie de la vie. Alors, lors d'un autre séminaire, un professeur de médecine nous racontait, il nous disait, le week-end dernier, je corrigeais des copies de mes étudiants en médecine, et dans la copie d'un de mes étudiants, je lis la phrase suivante « Autrefois, les gens mouraient souvent ». Le professeur nous dit, j'écris en marge au stylo rouge, il ne meurt pas moins aujourd'hui. Ça, c'est intéressant, parce qu'en apparence, l'élève a raison, l'étudiant avait raison. Parce qu'au fond, si on rapporte le nombre de décès dans une année donnée au nombre de vivants, on a ce qu'on appelle un taux de mortalité, lequel a considérablement baissé ces dernières décennies, et bien sûr, on ne va pas s'en plaindre. Donc en apparence, l'étudiant avait raison, on meurt de moins en moins. Mais le professeur a raison aussi. On n'en meurt pas moins. Alors comment expliquer ce paradoxe? C'est que statistiquement, on meurt de moins en moins, c'est le taux de mortalité qui baisse, sauf que ça, ce sont des statistiques. Or, ce ne sont pas les statistiques qui meurent. C'est vous, c'est moi, ce sont les individus. Or, le taux individuel de mortalité n'a pas baissé d'une décimale depuis 300 000 ans. Il est égal à 1 sur 1, autrement dit à 100%. Et donc le but de la médecine, ça n'est pas de nous empêcher de mourir. C'est de nous aider à vivre le plus longtemps possible, le mieux possible, mais certainement pas à nous empêcher de mourir. Sinon, la médecine est vouée à l'échec, pour le coup, et nos hôpitaux à la pénurie, parce qu'on n'aura jamais assez d'argent pour nous empêcher à mourir, puisque par définition, c'est impossible. Alors qu'à l'inverse, si les médecins acceptaient l'idée que, si j'ose dire, la mort n'est pas une maladie. Ah oui, la maladie, c'est le contraire du normal. Il n'y a rien de plus normal que la mort. Vous voyez, la mort fait partie de l'état la mortalité, la finitude fait partie de l'état normal de l'humanité. Et la médecine n'est pas là pour transformer l'état normal. Elle est là pour soigner les états pathologiques. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, si je vous comprends bien, la santé est ce qui nous permet de vivre, ce qui nous permet peut-être de vivre de manière à pouvoir accéder à la sagesse. En ce sens-là, comment vous imaginez-vous l'évolution de la médecine? Ce que je crains, c'est que ce que je constate, c'est qu'elle a une place plus grande aujourd'hui que jamais, pour les raisons que nous évoquions tout à l'heure. Ce que je crains, c'est que cette place ne cesse de grandir. Pourquoi? D'abord en raison des progrès même de la médecine. Si la médecine a une place plus grande, c'est qu'elle est plus efficace. Et plus elle est efficace, plus on lui en demande. Et on lui en demande de plus en plus. Et des fois de façon déraisonnable. Je vous raconte 2 petites anecdotes. Première anecdote, il y a quelque temps, je demandais à l'un de mes amis des nouvelles de sa mère, que je connais de loin, une vieille dame de 85 ans. Mon ami me dit, écoute, elle va étonnamment bien. Elle est gaie, tonique. Tout le monde me dit, mais quelle chance tu as d'avoir une mère comme ça. Puis mon ami se tait 2-3 secondes, et puis soudain il ajoute, bon, cela dit, elle est sous Prozac depuis 15 ans. Ça m'intéresse. Alors, je ne conteste pas l'ordonnance du médecin il y a 15 ans. Peut-être qu'elle était en effet dépressive et qu'il a sans doute bien fait de la mettre sous antidépresseur. Sauf que la femme que me décrit cet ami, sa mère, d'évidence n'est plus dépressive, mais elle est toujours sous antidépresseur. Ce qui confirme que la même molécule qui peut soigner efficacement les troubles de l'humeur, comme disent nos psychiatres, les dépressions, a toutes les chances d'améliorer aussi les humeurs normales. Mais là, ça débouche sur une question abyssale. Qu'est-ce qu'on entend par humeur normale?
Deuxième exemple, quand les médecins, enfin, je ne sais plus quel laboratoire, a lancé le Viagra, qui soigne les troubles de l'érection. J'ai été invité à une table ronde par le laboratoire, devant la presse, avec des différents médecins. Je ne sais plus trop ce qu'on s'est dit, mais après la conférence, après la table ronde, on est tous allés boire un pot au bistrot du coin. Et je demande à l'un des médecins qui était là, en l'occurrence un urologue qui avait une 50aine d'années, bon, beaucoup plus jeune que je ne le suis maintenant, mais beaucoup plus vieux que je l'étais à l'époque. Je lui demande, mais alors par exemple, vous, sur vous-même, le Viagra, vous avez essayé? Il a un sourire, il me répond, bah oui, bien sûr. Je lui demande, et alors? Il me dit, bah alors, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même molécule qui peut soigner efficacement les troubles de l'érection, et on ne va pas s'en plaindre, c'est tant mieux, a toutes les chances d'améliorer aussi les érections normales. Une nouvelle question abyssale, qu'est-ce qu'on entend par érection normale? Nous sommes un certain nombre à nous poser la question depuis notre adolescence. Mais surtout la question c'est, où va-t-on s'arrêter? Parce que dès lors que la médecine ne sert plus à soigner des pathologies, mais à améliorer des états normaux, est-ce que c'est encore de la médecine ou est-ce que c'est déjà du dopage? Et puis, jusqu'où va-t-on aller? Parce qu'à ce compte-là, on n'est pas loin de l'homme augmenté, on n'est pas loin du transhumanisme. Imaginez que dans 10, 20 ans, vous prenez une petite pilule tous les matins, sans effet secondaire, sans accoutumance, et vous avez un état de félicité complet pendant 24 heures, avec des érections ou des orgasmes à faire rêver les malheureux êtres humains que nous sommes. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nous-mêmes et pour nos enfants? Autrement dit, est-ce qu'on peut demander à la médecine de transformer l'humanité? Je n'en suis pas sûr. Moi, je demande aux médecins de soigner les malades, de soigner les pathologies, d'accompagner les mourants, mais certainement pas de transformer l'humanité. Merci beaucoup, André Comte-Sponville, pour vos éclairages sur cette question de la médecine. Merci à vous.